Bonjour à tous, je m'appelle Louis et je fais partie de l'équipe End-to-End Encryption et je vais vous présenter en fait les tests de contrat qu'on a mis en place sur le projet, des tests qu'on a réalisés avec Docker. Donc avant de commencer, je voudrais parler de notre bateau. En fait, c'est un bateau qui a été créé il y a 6-7 mois à peu près, qui a été créé uniquement pour ce projet-là. Et donc, du coup, ça réunit des personnes qui n'ont pas vraiment travaillé ensemble. Et donc, du coup, on a dû apprendre à se connaître, apprendre à travailler ensemble surtout. Et surtout, en fait, on avait des technologies, enfin, un bateau plutôt mixte, proposé de clients lourds et des serveurs. Donc, ce que je peux vous dire, en fait, à la suite de ces 6 mois de travail, c'est que c'est pas facile de communiquer. Alors, pas facile, pas dans le sens où mes collègues n'arrivent pas à comprendre les mots qui sont dans ma bouche, bien sûr. Pas facile parce que, en fait, les clients lourds et les serveurs, on a tous des problématiques techniques différentes. Donc, du coup, on n'a pas forcément connaissance des besoins de chacun. Donc, attention, spoiler alert, c'est pas celui-ci. Spoiler alert. Mis à part la complexité que va vous présenter en équipe après, la communication entre les clients lourds et le serveur se fait tout simplement via des API. Donc c'est tout naturellement ces API qui sont notre support de communication entre les deux parties. Ce qui fait que d'où le Consumer Driven Contract, en fait, c'est un concept qu'on a déjà installé à Drive. Donc grossièrement, c'est ce qu'on va mettre en place un contrat entre les deux parties. On va se mettre d'accord ce que le serveur va fournir dans les API, ce que les clients lourds vont consommer. Et le principe du Consumer Driven Contract, c'est qu'on va essayer de développer nos API de sorte à répondre aux besoins du client lourd, tout en, bien entendu, prenant compte des problèmes techniques qu'on a à côté serveur. Donc, on a utilisé OpenAPI, qui est enseignement Swagger, pour rédiger nos contrats. Donc c'est un contrat qu'on a écrit en YAML. Donc c'est un format qui est compréhensible par tous, contrairement au français. Du coup, on l'a fait aussi en format YAML, ce qui fait que tout le monde peut faire des merge requests. Enfin, tout le monde peut reviewer le code. Donc que ce soit client lourd et serveur. Donc ça c'est un principe qu'on a déjà fait, qui est déjà approuvé à Drive, donc dans d'autres projets, dans d'autres équipes, donc c'est pas très nouveau. Alors par contre, on ne va pas attendre que les clients lourds vont consommer nos API pour valider notre implémentation. Donc les tests, quels qu'ils soient, du coup on va mettre en place des tests automatisés pour booster notre confiance sur notre implémentation. Donc les tests tels qu'ils soient, il y a d'autres buts. L'un des buts principaux des tests, c'est d'avoir du feedback. Donc, est-ce que mon programme fait bien ce qu'il fait? Et un feedback peut être catégorisé en 3 aspects. Pas si vite. Un feedback précis. Lorsqu'un test échoue, est-ce que je suis capable de déterminer quel bout de code ne fonctionne pas? Un feedback fiable. Est-ce que je réexécute à chaque fois le test? Est-ce que je suis confiant que mon test ne varie pas, que le comportement ne change pas? Et un feedback rapide. Donc plus le test échoue rapidement, plus vite je vais le corriger et donc moins coûteux ça va le faire. Ça nous ramène donc à une sorte de pyramide sur laquelle on va massivement investir sur les tests unitaires en bas de la pyramide pour avoir des tests précis et rapides. En haut de la pyramide, on aura un peu moins de tests bout en bout, l'utilisation, pour valider que notre composant s'intègre bien dans le système global. Et au milieu de la pyramide, on aura des tests d'intégration de composants et des tests de contrat pour valider en fait, le composant et ses frontières. Donc c'est vraiment dans cette partie-là qui va nous intéresser, c'est cette partie-là qu'on va faire nos tests de contrat. Alors, comme je vous ai dit, le contrat, en fait, on l'a écrit en YAML. Et on a, dans notre serveur, on a uniquement des serveurs API. Donc, nos tests de contrat, ça va être tout simplement de vérifier que notre réponse de requête répond bien au contrat qu'on a écrit en YAML. Et bien entendu, tout ça de façon automatisée. Donc, notre solution, elle est assez simple.
est déjà plus ou moins implémenté déjà chez Drive, ce qui fait que on va utiliser de l'intégration continue. Donc on va pousser notre code sur notre GitLab. Ensuite, Jenkins va récupérer le code de façon périodique ou via des webhooks et va builder notre projet et lancer des tests. Et si jamais quelque chose se passe mal, on reçoit gentiment une petite notification. Ça, rien de nouveau. Plus concrètement, ce qu'on va faire, pour au niveau de l'implémentation de nos tests, c'est qu'on va utiliser la librairie Stasher, qui va me permettre d'écrire des tests de façon élégante, donc à la base de given ou unven, et de pouvoir tester nos réponses. Et l'avantage aussi de REST-Assured, c'est qu'il va exécuter nos requêtes HTTP directement. On va utiliser aussi Swagger Request Validator, qui va permettre de faire la validation entre nos requêtes réponses et la documentation d'API qu'on a écrit en YAML. Donc ici, avec une configuration assez simple, un petit filtre sur REST-Assured sur lequel il va essayer de récupérer nos code console YAML et puis il va faire les tests entre les réponses requêtes et l'API. Alors, si vous avez un petit peu suivi là-dessus, c'est que notre REST-Assured il va exécuter les requêtes HTTP. Mais vers quel serveur d'API qu'on va utiliser? Est-ce qu'il va attaquer notre environnement staging, notre prod, ou bien notre prod pour les plus audacieux? Est-ce qu'on va créer un environnement automatisé? Le problème avec l'environnement auto, c'est que c'est vachement couplé avec l'environnement. Par exemple, il serait difficile de lancer une tests d'intégration si dans notre branche de développement, qui dit nouveau environnement dit forcément maintenance de serveur, donc du coup c'est coûteux. Et enfin, c'est qu'on va utiliser la ressource pour rien, sur CPU, RAM, disque, etc. Donc l'environnement de auto, ça peut être viable, mais le problème c'est que c'est assez coûteux. Donc sans trop de surprise, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des conteneurs, notamment avec Docker Compose. Et la solution, elle est assez simple, c'est que lors de notre phase de build, on va utiliser Maven qui est notre outil de build, il va lancer une test unitaire, mais avant de faire le lancement de ce test, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va spawner des conteneurs, et du coup, dans le test REST-Assured, lorsqu'il va exécuter la requête HTTP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer le conteneur qu'on vient de spawner juste avant le lancement des tests. Et à la fin des tests, les conteneurs se détruisent. La configuration est assez simple aussi. Donc, on a utilisé Docker Compose Unit Rule, qui nous valide notre code. Et pareil, on lui donne en entrée un Docker Compose YAML, qui va pouvoir décrire en fait les conteneurs qu'on veut spawner, et ensuite des quelques petites choses à faire. C'est tout. Donc c'est super. Bon, du coup, on a réussi à mettre en place nos tests d'un contrat. On a nos API qui sont validés par le contrat de YAML. On a nos conteneurs qui sont spawnés à la volée. Donc c'est super. Maintenant, il y a une équipe. Je pense qu'il nous manque quelque chose. Pour une application assez simple, donc si on a juste une application Spring Boot par exemple, qui attaque une DB, donc on n'aura pas de problème. Le souci, c'est que notre application end-to-end utilise Mdal pour tout ce qui est authentification, et utilise aussi Binaries Provider pour pouvoir fournir un installeur à l'utilisateur, et Binaries Provider on dépend de SoftSign pour faire la signature de ces binaires. Et dépend également d'autres services comme Vault, Zookeeper, etc. Ce qui fait que on a un petit souci dans le sens où on a Mdal et end-to-end, et Binaries qui partagent tous la même base de données. Donc si jamais on va spawner notre end-to-end sous forme d'un conteneur, est-ce qu'on va attaquer la même base de données que Mdal sur le staging, ou prod, ce que vous voulez, ben on aura des soucis parce que lors des tests d'intégration, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va réinitialiser à chaque fois notre base de données. Pourquoi? Parce que, si vous vous souvenez, on veut un feedback fiable. Donc à chaque fois qu'on va exécuter deux tests de contrat, on veut qu'on ait le même comportement. Donc du coup, si on veut réinitialiser un DB, on risque d'impacter Mdal ou Binaries Provider. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va containeriser Mdal? Du coup, est-ce qu'on va containeriser Binaries Provider? Et du coup, forcément, sa dépendance. Bien entendu, non. Bien sûr que non. On ne va pas s'amuser à reproduire l'environnement prod pour une test de contrat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme dans le test unitaire, on va invoquer. Donc ici, on va essayer de moquer Mdal
il reste pour la code, tout simplement. Là, maintenant, c'est gagné. Toute la machine en place. Nos tests de contrat se lancent automatiquement avec des conteneurs des trucs qui se créent et se détruisent à eux. Alors, quelques points de considération quand même. Comme je vous l'ai dit, on réinitialise notre DB à chaque fois. Le souci, c'est qu'on utilise des dumps SQL, ce qui fait que si jamais on change notre modèle de données, ce qui arrive souvent dans notre projet, malheureusement, c'est qu'on va devoir à chaque fois mettre à jour ces jeux de données. Et ça peut prendre du temps, surtout que si dans notre projet, en fait, on doit régénérer à chaque fois les signatures, ce qui peut être très très compliqué. Un autre point sur lequel on s'est un petit peu battu, c'est que la query Docker Compose JIT Rule, elle ne supprime pas assez bien en fait, les conteneurs, surtout lorsque le conteneur en fait, est mal démarré. Le fait qu'en fait, on a dû un petit peu hacker notre checking space de sorte qu'il faut qu'il supprime totalement les conteneurs. Genie 5 est toujours pas supporté. Bon, ça c'est pas si grave parce que 90% de nos projets sont toujours sur Genie 4. On a le validateur Swagger en fait, qui supporte l'OpenAPI v3, mais malheureusement, SpringFox, qui est la librairie en fait, qui permet de faire le lien entre Spring et Swagger UI, elle ne supporte toujours pas OpenAPI v3. J'ai mis le lien après, si vous voulez suivre l'issue. Et enfin, on a la mise à jour des bouchons, des blocs. En fait, ça peut être très difficile si jamais en fait, l'API elle change de façon drastique. Aujourd'hui, on a de la chance. Pas encore le cas, mais je pense que dans le futur, si le pays de Lambda ou du Internet Provider change beaucoup, il faudra qu'on fasse pas mal de traductions. Et c'est tout pour moi. Merci à vous. Tu disais que tu avais un problème avec le fait de faire des dumps de la DB à chaque fois, si jamais la DB, le schéma change. Et je me demandais pourquoi vous n'utilisez pas Liquibase, il y a quelque chose que vous avez bloqué à ça? Alors non, on utilise justement Liquibase pour régénérer tout notre schéma de données, notre base de données. C'est en fait nos jeux de données qu'on utilise pour initialiser avec des jeux de test. Pour vraiment faire des jeux, d'avoir des cas d'usage, cas d'intégration. D'accord, merci. Merci pour la presse. J'ai vu que vous n'alliez pas moquer la partie file system. Comment est-ce que vous avez géré ça pour notamment les jeux de données? Justement, là-dessus, on n'a pas voulu se compliquer la vie, on a utilisé directement le système parce que c'est pas ça qui nous bloquait le plus. Si un jour on a un petit souci, on va devoir le bloquer effectivement. D'autres questions? Aussi, merci pour la page, c'était très intéressant. Et, tu disais SpringFox. Pourquoi vous l'utilisez si vous avez un contrat OpenAPI qui est maintenu par vous-même? À ma connaissance, SpringFox il permet de générer par rapport à l'API, mais il fait quelque chose. Non, SpringFox il va vraiment faire l'intégration avec Spring et puis il va faire l'affichage directement sur une page HTML par exemple. Et générer la doc en HTML, le tout concrètement. C'est parce que. Ouais, oui, moi j'ai bien aimé communiquer avec toi. Merci Florent. Et est-ce que vous avez fait quelque chose par rapport à la couverture aussi Alors là-dessus, non. C'est une question qu'on devrait poser.